Bonjour, bienvenue dans la série sur la thermodynamique et la physique statistique. Donc, continuons sur nos semi-conducteurs. Alors, donc on a nos atomes. Avec des électrons liés les uns aux autres. Et, par exemple, un électron qui se balade, il est situé dans la bande de conduction. Et si on applique un champ électrique, alors l'électron va se déplacer dans l'autre sens, à cause de sa charge négative, et donc se propager dans le matériau. Mais on a aussi le phénomène pour les électrons de valence. Alors ceux-ci ne se déplacent pas facilement puisqu'ils sont liés, mais donc supposons que l'on ait un trou, c'est-à-dire une place libre. Dans ce cas, l'électron voisin va avoir tendance à sauter pour occuper la place. Donc il passe, au lieu de passer directement par la bande de conduction et se déplacer, il peut sauter à travers la barrière de potentiel, donc le potentiel des atomes que l'on a vu, et se retrouver dans le trou qui est libre, c'est-à-dire la place disponible dans l'atome voisin. Ce faisant, on se retrouve avec un électron ici et un trou, cette fois-ci, à cet endroit-là. Ce phénomène quantique où une particule peut passer à travers une barrière qui normalement serait classiquement infranchissable parce que l'énergie de l'électron est trop faible, s'appelle l'effet tunnel. Il peut se produire de manière notable que sur des courtes distances, de l'ordre de la taille d'un atome, typiquement. Sous l'influence du champ électrique, l'électron fait volontiers ce saut, provoquant un déplacement du trou. L'électron se déplace comme ceci, le trou va là. Et donc, on note que le trou se déplace en sens inverse des électrons. Donc, si les électrons se déplacent comme ceci, les trous, on peut noter comme ça, eux se déplacent comme ça, dans l'autre sens. Mais un trou se comporte aussi comme une charge positive, puisque c'est une absence, un manque d'un électron de charge négative. Donc, il agit comme un excès de charge positive. Et donc, c'est normal qu'il se déplace dans le champ électrique dans l'autre sens. Et comme c'est une charge positive allant dans l'autre sens de sa charge négative, il contribue donc au courant au même titre que les électrons de conduction. Donc il y a le courant des électrons et le courant de trou. Il est intéressant de parler du nombre d'électrons de conduction. Donc que l'on note M pour négatif, nombre d'électrons de conduction, et NP, le nombre de trous, c'est-à-dire de particules positives, de le P. On va avoir, par exemple, si on parle du nombre de particules, et par exemple la position dans le matériau, un paramètre quelconque qui varie, par exemple la position, alors on peut avoir une courbe comme ceci, par exemple. NN et NP. C'est une représentation fort pratique pour représenter ce qui se passe au sein d'un semi-conducteur, en décrivant le nombre de particules, d'électrons et de trous. La variation qui est indiquée ici n'est qu'un exemple. Pour montrer cette représentation, ça ne varie pas nécessairement en fonction de la position. Ça peut aussi varier pour d'autres raisons ou en fonction du temps. Pour les électrons, on parle de porteurs négatifs et pour les trous, on parle de porteurs positifs. On parle aussi, sur la terminologie des semi-conducteurs, on parle aussi de porteurs majoritaires pour ceux qui sont les plus nombreux
et de porteurs minoritaires pour ceux qui sont les moins nombreux. Bien entendu, lorsqu'un électron rencontre un trou, ils peuvent aussi se recombiner. Ainsi, ici, si on a notre électron, notre trou par exemple, et un électron qui se balade dans le matériau, celui-ci peut très bien, pouf, aller occuper la place ici. Et ainsi boucher le trou. Ce faisant, l'électron change d'état, il passe d'un état d'énergie supérieur sous la bande de conduction à celui de la bande de valence de l'énergie plus faible. Et le surplus d'énergie qui est obtenu par cette transition est alors dégagé, généralement sous forme de vibration dans le réseau d'atomes, c'est-à-dire sous forme de chaleur. Mais cela peut aussi se faire sous la forme de photons. Cette annihilation entre un électron de conduction et un trou est assez analogue à l'annihilation matière-antimatière. Un électron et un positron, donc un électron de charge électrique positive ou anti-électron. Sauf qu'ici, l'énergie dégagée est fort différente, elle est beaucoup plus faible, parce qu'en fait, il reste quelque chose après. Dans l'annihilation, il y a des intégrations totales, transformation en photons, mais ici, il reste quelque chose, à savoir l'électron de valence. Hein, l'électron ne disparaît pas réellement, il change simplement d'état. Et l'énergie dégagée ici est égale à la valeur du gap, et non pas, comme dans l'annihilation matière-antimatière, à 2mc carré, c'est-à-dire 2 fois la masse fois la vitesse de la lumière au carré, ce qui est une valeur assez considérable. Le trou n'est pas de l'antimatière, hein. Donc voilà, c'est analogue, mais ce n'est pas la même chose. Alors, les recombinaisons entre trous et électrons sont aléatoires et dépendent du mouvement des trous, des électrons dans la substance qui vont de temps en temps se rencontrer. Et bien entendu, le nombre de recombinaisons augmente quand il y a plus d'électrons libres et plus de trous. Donc quand Nn ou Np sont grands. Les trous et électrons libres se forment avec l'agitation thermique qui permet aux électrons de passer dans la bande de conduction. À chaque création, on a exactement un électron qui passe dans la bande de conduction et un trou qui se forme dans la bande de valence. Donc c'est toujours des paires trous électrons libres qui sont créés. Et ce, indépendamment de ce qui est déjà présent comme électron libre ou comme trou dans la substance. Il doit donc y avoir un certain équilibre qui correspond à un nombre de créations de ces paires trous électrons qui est identique au nombre de recombinaisons. Donc, de temps en temps, les recombinaisons, de temps en temps, les créations, le tout restant constant aux fluctuations près. Le premier cas, à savoir les créations, dépend de la température. La création des paires augmente avec la température, c'est-à-dire avec l'énergie kT disponible, et elle dépend de la valeur du gap. Si le gap est très élevé, il faut un kT très élevé pour avoir des électrons qui peuvent passer en bande de conduction et former un trou. L'autre, à savoir la recombinaison, dépend uniquement du nombre de porteurs. Alors, un petit calcul qui utilise la physique statistique montre que le nombre de recombinaisons est proportionnel au produit Nn fois Np. Mais c'est assez logique. Pas besoin d'être un calcul savant pour le voir, parce que si on a 2 fois plus d'électrons, alors on aura 2 fois plus de recombinaisons.
Et de même, si on a 2 fois plus de trous, on aura 2 fois plus de recombinaisons. Donc c'est logique que ça soit le produit des deux qui donne le facteur proportionnel pour le nombre de recombinaisons. Et donc à l'équilibre, on aura ce produit, nombre de recombinaisons, égal au nombre de créations, qui est une fonction du gap, de l'énergie du gap, EG ou gap, et de la température. Une certaine fonction, qui peut être un peu plus compliquée. Le calcul exact, qui là est un peu plus élaboré, montre que cette fonction a l'allure suivante. Donc, si on met ici la valeur de Nn fois Np, c'est-à-dire la fonction f, en fonction de la température, on a alors une courbe telle que celle-ci. Donc qui grimpe et arrive à saturation avec un certain maximum. Notons que pour les semi-conducteurs habituels, silicium, germanium, etc., les températures ambiantes se situent typiquement dans cette zone-ci. Le maximum, la limite maximum, c'est en fait le nombre maximum d'électrons qui peuvent être arrachés aux couches externes des atomes. Typiquement, dans une configuration comme celle-ci, à peu près un atome ou 2 atomes, 1 ou 2 électrons par atome. Donc ça en fait un nombre assez considérable. Dans le domaine de la température ambiante, la courbe, ici, croît très fort. Ça signifie que le nombre de porteurs augmente très vite avec la température. Et comme on l'a vu, c'est le facteur le plus important de la conductivité des semi-conducteurs. C'est vraiment une de leurs caractéristiques. Alors, ce calcul est purement de la physique statistique. Elle ne dépend pas de la nature du semi-conducteur, si ce n'est à travers la valeur du gap, l'énergie de gap qui lui est fixée par la nature, par les atomes en question, les molécules, et par la structure cristalline. Mais une fois l'énergie du gap donnée, le reste n'en dépend plus. Donc cette formule reste valable dans d'autres circonstances, notamment celles que nous verrons bientôt concernant le dopage. Alors cette formule ne donne que le produit du nombre de porteurs, Nn fois Np. Cette formule ne permet pas de calculer Nn et Np séparément. Pour ça, on a besoin d'une autre information. Et avec une autre information, on peut alors avoir séparément les valeurs de Nn et Np. Mais ici, c'est facile, parce qu'on part d'une situation sans électrons ni trous, par exemple au zéro absolu. On augmente la température, à ce moment-là, il y a création d'électrons libres et de trous, et on a vu, ils se créent toujours par paire. C'est-à-dire que l'on a toujours, dans cette situation assez simple, on a toujours Nn égale Np. Ça ne sera plus vrai dans d'autres cas, comme on le verra avec le dopage. Mais ici, dans le cas simple d'un semi-conducteur banal, on a Nn égale Np, et avec cette courbe ou cette fonction, c'est la même chose, on calcule alors facilement les valeurs de Nn et Np qui sont égales. Voilà donc pour les semi-conducteurs. Alors dans la prochaine vidéo, nous allons attaquer une autre application, et c'est directement une application des semi-conducteurs. Nous allons parler des diodes, comment fonctionnent les diodes qu'on utilise beaucoup en électronique. Et avant de parler de la diode elle-même, nous parlerons du dopage des semi-conducteurs. Je vous remercie.